Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 19 janvier et voici le sommaire. Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace sera notre premier invité. Benoît Trousseau de Sévelinges exposera les objectifs du CHPG pour l'année 2025, rythmés bien sûr par la construction du nouvel hôpital. Nous vous emmènerons à la découverte de l'extension du Grimaldi Forum. 6000 m² d'espace d'exposition supplémentaires ont été inaugurés jeudi à l'occasion de la grande soirée d'anniversaire du centre. Autre visite que nous vous proposerons, celle de la cuisine centrale située dans le collège Charles III. Elle permet la préparation de bons petits plats aux élèves de l'établissement, mais pas que. Et puis, il sera notre deuxième invité, le chef d'orchestre, musicien et musicologue André Péreigne a donné une conférence basée sur l'amour du prince Albert Ier pour la musique, une facette peu connue du souverain. Mais d'abord un mot pour vous rappeler la date des obsèques de Didier Guillaume. Elles sont prévues ce jeudi, le 23 janvier, jour de deuil national à 11h en la cathédrale de Monaco et seront retransmises en direct sur notre antenne. Je vous rappelle par ailleurs que demain, une minute de silence annoncée par une sirène sera observée en principauté à 11h et qu'à partir de ce lundi, la chapelle ardente installée dans la chapelle de la Miséricorde, place de la mairie, sera ouverte au public et ce jusqu'à mercredi de 10h à 17h, afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent rendre un dernier hommage au ministre d'État. Un registre de condoléances sera également ouvert. C'était l'un des temps forts de la semaine. Émilie Rousseau a reçu Benoît Trousseau de Sévelinges en marge de la traditionnelle cérémonie de vœux du centre hospitalier Princesse Grace. Le directeur a tiré un bilan de l'année écoulée et évoqué les projets pour les mois à venir avec en ligne de mire la livraison du nouvel hôpital. Voici leur entretien. Bonsoir Benoît Trousseau de Sévelinges. Bonsoir Émilie Rousseau. Un mot tout d'abord sur l'épidémie de grippe et la forte augmentation des cas en principauté. Comment le centre hospitalier Princesse Grace s'est mis en ordre de marche pour y faire face ? Eh bien, une fois de plus, le CHPG fait preuve d'agilité. Au niveau des urgences, il y a une activité qui est clairement extrêmement dense et soutenue, de nuit comme de jour, en semaine et en week-end. Donc ça démontre bien qu'une partie de nos patients ne trouvent pas d'autre issue que les urgences pour être soignés. Et de l'autre côté, pour faciliter cette prise en charge, nous avons transformé 8 lits de chirurgie en lits de médecine pour pouvoir accueillir des patients en deuxième intention après un passage en spécialité alors qu'ils ne sont pas encore en mesure de rentrer chez eux parce que trop fatigués. Aujourd'hui, nous avons 4 patients dans ces lits, donc une capacité d'accueil préservée pour la semaine qui vient. Il est important donc de rappeler, de respecter les gestes barrières. Benoît Trousseau de Sévelinges, le mois de janvier est souvent synonyme de cérémonie de vœux. Celle du CHPG a eu lieu aujourd'hui en présence du prince Albert II et a été l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée. Plusieurs temps forts sont à retenir. Le premier est assurément la fin des travaux du gros œuvre de la phase 1 du nouvel hôpital. Oui, bien sûr, ce bâtiment magnifique qui est notre voisin aujourd'hui et dans lequel nous nous préparons à entrer, c'est un élément marquant à la fin du gros œuvre puisque ça confirme la bonne tenue de l'opération et du calendrier. Et puis pour nous, ça donne forcément des perspectives joyeuses et de plus en plus proches. Et comment va s'opérer la transition pour les équipes du CHPG ? Alors on y travaille. Cette année, nous avons engagé des travaux pour un projet d'établissement 2025-2030. C'est une première puisque jusque-là, on considérait que le CHPG n'avait pas de projet d'établissement en tant que tel et qu'il mettait en œuvre les instructions du gouvernement princier au fur et à mesure que celui-ci exécutait son schéma d'orientation sanitaire. Ce projet d'établissement, ça a été l'occasion d'une émulation collective extrêmement forte puisque nous avons réuni plus d'une centaine de praticiens et d'agents lors d'un séminaire collaboratif qui a été en fait le point d'orgue d'ateliers pluridisciplinaires, de voyages d'études inspirants et qui a permis dans cette émulation en fait de dresser les lignes de l'avenir. Cet avenir, évidemment, il prendra place dans le nouveau bâtiment du nouvel hôpital. Et quand les premiers patients seront accueillis dans ce nouvel hôpital ? Alors actuellement, on est sur le premier semestre 2026 et nous attendons que la direction des travaux publics puisse affiner le calendrier de livraison pour être plus précis. Alors Benoît, l'année 2023 avait été l'année de la transformation. C'était vos mots lors de votre discours l'an dernier. Comment qualifier l'année 2024 ?
Alors difficile de la qualifier d'un mot. Je dirais qu'on est dans la continuité de cette transformation entamée depuis la fin de la crise Covid. Cette année, on a continué à transformer notre offre de soins. On a continué à travailler sur l'amélioration de l'expérience patient et sur la transformation de nos organisations à partir de cette expérience et de ces retours. Et puis on a continué à travailler beaucoup puisque malgré tout ça, on a encore accru notre activité de l'ordre de 5%. L'année écoulée aura été aussi marquée par des premières médicales. Le CHPG reste au cœur de l'innovation. Je pense notamment à la chirurgie robotique. Oui, tout à fait. La chirurgie robotique, qui est vraiment une réussite au CHPG et qui est une stratégie majeure. Cette année, on a encore augmenté notre activité avec 472 interventions. Nos chirurgiens ont été nommés proctors. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui enseignent la chirurgie robotique à de plus jeunes praticiens ou à d'autres praticiens. Et puis, cette année, on a le déploiement de la chirurgie robotique thoracique, spécialité que nous n'avions pas jusque-là, grâce à la contribution du professeur Berthet. Il est important de rester au contact de ces technologies de pointe ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les évolutions de la médecine, c'est d'abord de l'innovation. Et cette innovation technologique, si on veut pouvoir en bénéficier, il faut pouvoir l'appréhender et j'ai presque envie de dire l'apprivoiser dès les prémices, puisqu'après, il est trop tard et on passe sur un nouveau champ technologique que les équipes ont besoin d'assimiler. Quels autres temps forts vont rythmer l'année 2025 au centre hospitalier Princesse Grasse ? Donc en mars 2025, nous aurons le plaisir d'accueillir la Haute Autorité de Santé pour une visite de certification qui va venir attester de la qualité de la prise en charge que l'on propose, mais aussi de la qualité de l'expérience patient que l'on peut proposer dans cet établissement. Et puis nous engagerons les travaux sur les organisations du nouvel hôpital, donc qui vont mobiliser toute la communauté hospitalière, puisque ce nouveau bâtiment n'accueillera pas toutes les spécialités dans un premier temps, bien sûr. Pour autant, c'est l'ensemble des équipes qui est embarqué dans ce changement. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Trousseau de Sévelange, d'avoir été notre invité. Merci aux équipes de Monaco Info, et puis j'en profite pour adresser mes vœux les plus sincères à l'ensemble de nos patients et usagers. Autre moment marquant de la semaine, les 25 ans du Grimaldi Forum, et en guise de cadeau d'anniversaire, le centre a inauguré ses nouveaux espaces gagnés grâce à la construction de Maréterra. Les équipes bénéficient désormais de 6000 m² supplémentaires pour l'exposition. La visite est signée Alban Gingembre et Hugo Comasa. Après 10 ans de travaux, le Grimaldi Forum renaît, des travaux réalisés sans interrompre l'activité événementielle du centre culturel, sans bruit et sans contrainte pour les clients, de 75 à 85 000 m² de superficie totale. Avec cette extension, le Grimaldi Forum gagne 6 000 m² d'espace commercialisable, une extension qui s'oriente comme une véritable prolongation en proximité du bâtiment existant. Désormais voisin de l'écoquartier Maréterra, le Grimaldi Forum se réinvente dans un environnement en bord de mer et de zones piétonnes, offrant promenades, restaurants et commerces. Composé de 3 grands espaces et d'une large verrière, le bâtiment bénéficie d'une lumière naturelle. À noter aussi que l'extension possède la certification BREEAM niveau excellent. BREEAM, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un certificat qui mesure la performance environnementale d'un bâtiment à travers un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire les matériaux qui ont été utilisés, il faut que ce soit le maximum de matériaux durables, la performance énergétique du bâtiment, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la façon de gérer les déchets. Cette certification constitue un atout commercial. Elle assure aux organisateurs le respect du développement durable. Autre atout, un espace complètement modulable grâce à des panneaux mobiles ayant une performance acoustique très haut de gamme. On a la possibilité de jouer un petit peu comme un Tetris. Chaque pilier, c'est 10 mètres, donc de 10 par 10, on fait des salles de 100 m². Modularité, flexibilité, toujours le maître mot dans l'événementiel. Sans oublier les espaces extérieurs avec 2000 m² en plus et un nouvel accès au Grimaldi Forum afin de différencier les flux lors d'événements simultanés. Bref, une extension réfléchie entre modularité et connexion. Elle permet de régaler les scolaires de la Principauté chaque midi. La cuisine centrale inaugurée au cœur du collège Charles III a été inaugurée en septembre dernier en même temps que l'établissement. Depuis, elle offre des repas équilibrés aux jeunes du collège et livre aussi d'autres cantines de Monaco. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni.
Plus de 2000 repas sont préparés ici chaque jour par la Société monégasque de restauration. 900 repas sont cuisinés chaque matin en liaison chaude, c'est-à-dire pour le jour même, pour les élèves du collège Charles III, qui profitent de 3 services, un à 11h, un à midi et le dernier à 13h. 1200 repas sont aussi préparés en liaison froide pour le lendemain, afin d'être livrés dans les écoles de la Principauté qui n'ont pas la chance et la place de bénéficier d'une cuisine centrale. Grande nouveauté cette année, des selfs ont été mis en place pour les entrées et les desserts pour permettre aux collégiens de profiter de crudités et des fruits à volonté. C'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de choix d'entrées et on est vraiment plus autonome parce qu'il y a vraiment un endroit avec toutes les entrées, les laitages, les desserts. Ensuite, il y a plusieurs endroits où on peut prendre le plat. Donc c'est sûr que c'est plus rapide qu'avant parce qu'avant on n'avait qu'un seul endroit pour pouvoir se servir et maintenant on a vraiment 3 endroits différents donc voilà, c'est plus fluide et c'est plus rapide. La grande spécificité du collège Charles III, c'est la présence d'une cuisine PRI dédiée à la préparation de plats au cas par cas, respectant les restrictions alimentaires et les allergies de tous. Alors une cuisine PRI, c'est de pouvoir travailler seul, isolé, des enfants présentant des risques d'allergie, avec peu de produits pour justement minimiser la contamination. On essaye de travailler au maximum avec des produits bruts. Une 50aine de plats sont préparés chaque jour par Nelly, avec des menus variés, respectant une 15aine de typologies d'allergies différentes. Et bien manger, on le sait, c'est important pour bien étudier. Le prince Albert Ier était au cœur d'une conférence cette semaine et c'est en particulier son amour pour la musique qui a été évoqué dans le 5e épisode de la série de conférences proposée par l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le chef d'orchestre, musicien et musicologue André Perreigne fait partie des acteurs de ce beau projet intitulé M&M Musique et Monaco, une longue histoire d'amour. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir André Perreigne. Bonsoir. Dans cette 5e conférence, vous avez mis en lumière le goût pour la musique du prince Albert Ier. On le connaît principalement pour son grand intérêt pour la science et l'océanographie, mais on sait moins qu'il était un grand mélomane. Et oui, en effet, on le connaît, comme vous avez dit, pour ses expériences océanographiques, mais il aimait beaucoup l'art et il l'a manifesté à plusieurs reprises. Il était en particulier ami d'un grand compositeur qui s'appelait Camille Saint-Saëns et il le rencontrait à l'Institut de France parce qu'il faisait partie de cet institut en tant que correspondant scientifique de l'Académie des sciences, tandis que Camille Saint-Saëns appartenait évidemment à l'Académie des beaux-arts. Et ils se retrouvaient ensemble à Paris, ils s'envoyaient des lettres en se disant « mon cher confrère ». Et donc il avait cette proximité, grâce à Saint-Saëns, avec la grande musique, mais également il avait une proximité avec d'autres compositeurs comme Gabriel Fauré, comme Massenet. Massenet, vous savez, c'est ce grand compositeur dont on voit le buste à la sortie ou à l'entrée de l'opéra. Et puis, il aimait les arts, il aimait la poésie, il écrivait fort bien lui-même, hein. Et puis il avait une épouse, la princesse Alice, qui aimait également les arts et qui a permis à la principauté de Monaco de rayonner dans le domaine artistique. Elle était particulièrement proche d'un compositeur qui s'appelait Isidore de Lara. Et voilà, donc elle faisait jouer l'orchestre et puis elle avait une proximité également avec le grand directeur de l'opéra de Monte-Carlo de l'époque qui était Raoul Gainsbourg. Et qu'est-ce que cet amour pour la musique donc du souverain a-t-il apporté à la principauté ? Eh bien, il a donné à la principauté la possibilité à des grands compositeurs de créer des opéras. J'ai parlé de Camille Saint-Saëns. Une dizaine d'opéras de Saint-Saëns ont été donnés à l'Opéra de Monte-Carlo, en particulier 3 en création mondiale. 5 opéras de Massenet ont été donnés en création mondiale, ici à l'Opéra de Monte-Carlo. Et puis, bien entendu, alors en dehors de l'opéra, en dehors de la musique symphonique, il y a également les ballets. Et Raoul Gainsbourg, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, grâce à la complicité du prince Albert Ier, a fait venir à Monaco les ballets russes de Diaghilev et a fait ainsi de la principauté un centre international
tout à fait considérable, connu dans l'Europe entière, voire dans le monde entier. Et de manière générale, en quoi la musique a-t-elle toujours eu une place de choix à Monaco, puisque c'est l'idée qui ressort du titre de la série ? Eh bien, tout simplement par la qualité de l'orchestre. Cet orchestre symphonique, qui est devenu aujourd'hui l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avait été créé en 1856 comme un petit orchestre pour accompagner, pour distraire les joueurs du casino. Et puis petit à petit, avec les années, il est devenu un grand orchestre. Il avait 20 musiciens au début, et déjà en 1870, il avait déjà 70 musiciens. Et donc c'était un grand orchestre, et la qualité de cet orchestre, qui était reconnue dans l'Europe entière, a permis à la musique classique de s'épanouir en principauté. Et dans quel contexte est née cette série de conférences ? Quelle était la volonté de l'association et puis la vôtre de faire partie intégrante du projet ? Eh bien, l'association des Amis de l'Orchestre, qui est très active sous la présidence de Smadar Eisenberg, a voulu, mois après mois, qu'on l'on raconte l'histoire de cet orchestre, et avec l'histoire de cet orchestre, l'histoire de la principauté. On a mis en résonance l'histoire musicale, l'histoire artistique et l'histoire politique et l'histoire tout court de la principauté. Et ben voilà, on se fait plaisir une fois par mois à raconter ces histoires et à raconter ces histoires mutuelles. Et par rapport au thème, je crois que le prochain thème abordé, ce sera les ballets russes à Monaco. Alors justement, absolument, ça sera les ballets russes, parce qu'aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, nous avons couvert la période qui s'étendait jusqu'à 1911. 1911, une date importante dans l'histoire de la principauté de Monaco, puisque c'est la date de la révolution monégasque. C'est en 1911 que la principauté de Monaco est passée de monarchie absolue à monarchie constitutionnelle. Et c'est effectivement en 1911 également, mais alors c'est absolument indépendant, que les ballets russes se sont installés à Monaco, et la prochaine séance sera consacrée effectivement aux ballets russes et à l'importance et aux conséquences de la présence des ballets russes sur l'activité de l'orchestre. Merci beaucoup André Périgne. Avec plaisir. Allier l'utile et l'agréable, c'est ce qu'ont fait aujourd'hui les participants du 2e challenge pétanque réunis au club bouliste monégasque de Cap d'Aille, un événement organisé par l'association Monaco Liver Disorder qui, avec les fonds, soutiendra un programme de recherche sur le cancer du foie de l'enfant. Retour en images sur ce moment de convivialité avec Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. L'association Monaco Liver Disorder et sa présidente Carla Schechter mobilisent une nouvelle fois la principauté. Une centaine de personnes étaient présentes ce matin à l'espace Saint-Antoine dans le but de lever des fonds pour la recherche du cancer. Au programme, un tournoi de pétanque afin de rassembler autour d'un sport qui se veut bonne ambiance et attire toutes les générations. La totalité des fonds collectés lors des inscriptions ont été reversés pour la recherche sur les tumeurs du foie. Je pars du principe, pour faire un don, soutenir une association, vaut mieux que ce soit quelque chose de convivial et sympathique. Des galas à Monaco, il y en a beaucoup. Et ça crée la fusion. C'est autre chose. Les gens, ils partagent avec les mêmes amis un bon moment. Et c'est ça le but. Ne pas se prendre la tête, mais vraiment faire une action tout en jouant, s'amusant et passer un bon moment. Soutenu par la Fondation Princesse Charlène, présente pour l'occasion, ce 2e challenge de pétanque a aussi servi à sensibiliser sur le don d'organes, une cause ô combien importante, mais trop souvent oubliée, selon Pierre Frola. Même si maintenant ça se fait très facilement, dans les années 90-2000 plutôt, c'était quelque chose de très spécifique. Il fallait motiver les gens pour pouvoir faire du don d'organes. Il fallait réussir à motiver des troupes, que les gens comprennent que leur corps était très important même après leur décès et que leurs organes pouvaient être utilisés par la suite pour des choses très très importantes. Donc au sein de plein d'associations, comme aujourd'hui, ce sont des choses qu'on supporte avec beaucoup de vigueur. Des trophées créés par l'artiste Anthony Alberti ont été remis à la fin du tournoi pour remercier les participants de leur engagement. Les participants qui ont également eu droit à un déjeuner concocté par 7 grands chefs.
Faisons à présent un zoom sur une salariée monégasque au grand cœur. Ida De Roberto consacre tout son temps libre à aider les refuges et associations de protection des animaux, qu'ils soient à Monaco ou dans la région. Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet ont rencontré cette bénévole venue livrer des couvertures et de la nourriture à une association vansoise. Je vous propose de l'écouter. Comme beaucoup d'associations, je les ai contactées quand j'ai décidé d'œuvrer un petit peu plus pour aider à récupérer des affaires qui sont tellement importantes pour les animaux. Donc tout ce qui est couverture, les plaids, des affaires chaudes, de l'alimentation, des draps, des serviettes. Voilà, tout ce qui peut vraiment servir et qui aide les associations à pouvoir protéger tous les petits protégés qu'ils ont. Et voilà, donc j'ai décidé vraiment de faire le tour. Donc j'en ai contacté une grande partie que j'ai trouvée avec des refuges aussi. Et donc ils m'ont dit quels étaient leurs besoins. Et depuis, voilà, je fais le tour dès que j'ai énormément d'affaires, que j'ai la voiture pleine comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Eh bien, je fais le tour de là où ils ont besoin C'est ma manière d'aider les animaux parce que j'en ai, mais je ne peux pas en avoir autant que je le voudrais. Ida De Roberto et l'association attendent désormais l'arrivée d'un camion avec 30 chiens abandonnés en Sicile, à qui ils ont d'ores et déjà trouvé une famille d'accueil. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Aux commandes de votre 19h demain, Émilie Rousseau. Et ne manquez pas ce lundi la sortie d'un nouveau podcast. Geneviève Berthy reçoit Romain Picard, connu sur les réseaux sociaux avec sa page Vivre Monaco. Ce jeune influenceur donne à voir à ses quelques 50 000 followers sur Instagram la vie en rouge et blanc. Bonne soirée à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour votre météo de demain. Le ciel sera gris et quelques averses sont à prévoir pour ce début de semaine. Côté température, elles seront fraîches avec seulement 8 degrés dans la matinée. Et puis dans l'après-midi, ça ne grimpera pas beaucoup avec 11 degrés attendus. Demain, ce sera le 3e lundi de l'année et ça devrait être malheureusement le jour le plus déprimant de l'année 2025, le Blue Monday, comme on l'appelle. Il a été inventé en 2005 à des fins publicitaires et il revient chaque année. Et avec la météo de demain, il y a de quoi y croire. Mais en ce 20 janvier, malgré ce lundi un petit peu spécial, on n'oubliera pas les Sébastiens, car demain, c'est leur fête. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.